Que si tu les as laissés, tu sais qu'ils sont mauvais, tu les as laissés. Qui est responsable? C'est toi. Donc arrête de dire que c'est les gens. Si les gens-là ne sont pas de bonnes personnes, ce sont des personnes toxiques, ce sont des personnes qui freinent ton organisation ou ton entreprise, tu es responsable, tu peux les enlever, non? Pourquoi tu les gardes? Est-ce que ce n'est pas ton système de gouvernance qui est un problème? Est-ce que ce n'est pas ton système de management qui est un problème? Cette capacité que nous avons rapidement à accuser les autres là, c'est une très mauvaise attitude. Oh, si je suis pauvre, c'est à cause de... Oh, si moi je ne m'en sors pas, c'est parce que je ne suis pas dans la secte comme les autres. Donc pour toi, tous ceux qui réussissent là, ce sont dans la secte. Et c'est très facile. Quand on est dans cette attitude-là, on cherche toujours à justifier le fait qu'eux, ils sont dans les affaires mauvaises. Moi, c'est parce que j'ai décidé d'être bon que je ne réussis pas. Je suis désolé de t'apprendre quelque chose que peut-être tu ne savais pas. Si je vous disais que tes résultats aujourd'hui ne sont que le reflet de ta philosophie de vie, est-ce que vous allez me croire? Parce que lorsqu'on parle de philosophie, on parle de la compréhension que tu as du monde, la façon que tu conçois le monde. Et aujourd'hui, je veux qu'on discute sur une philosophie qui, je pense, va nous aider à nous positionner pour le succès. Parce que je réussisse dans un domaine ou que je ne réussisse pas, quel que soit le domaine, c'est le reflet de la compréhension que j'ai dans ce domaine, de l'approche de la vie ou de la compréhension de la vie que j'ai par rapport à ce domaine. Et la philosophie que je veux qu'on voie ensemble, c'est une philosophie qui se décline en 5 types de pensées. 5 types de pensées que nous devons adopter si nous voulons nous positionner pour le succès. C'est très important. Maintenant, lorsque moi je parle de succès ici, de manière générale, je veux qu'on se focalise sur les résultats. Je prends un exemple. Quand tu fais un examen, on dit que tu as réussi parce que tu as eu de bons résultats. Parce que le succès en général ne se limite pas simplement aux résultats, mais je dis que dans le cadre de cette vidéo, je veux qu'on voie le succès comme notre capacité à avoir de bons résultats, soit dans notre business, soit dans notre carrière, soit dans notre santé, soit dans notre vie spirituelle. Cette capacité à avoir de bons résultats, j'appelle ça, et de manière générale, les gens appellent ça quoi? Le succès. Quand on dit que quelqu'un a réussi dans les affaires, c'est parce que dans les affaires, il a de bons résultats, n'est-ce pas? Quand on dit que quelqu'un a réussi financièrement, c'est parce que financièrement, il a de bons résultats. Lorsque quelqu'un aussi a réussi sur le plan académique ou sur le plan scolaire, c'est parce qu'il a quoi? De bons résultats. Lorsqu'on dit que quelqu'un a réussi à un concours, c'est parce qu'il a quoi? De bons résultats. Donc, notre succès dans la vie est aussi fortement déterminé par notre capacité dans chaque domaine de nos vies à avoir de bons résultats. À la fin, même sur le plan spirituel, lorsqu'on dit que chacun fera face à son Créateur, il va nous juger sur la base de quoi? De nos résultats. C'est une affaire de résultats. Et donc, la philosophie sur laquelle on veut s'appesantir aujourd'hui, qui est déclinée en 5 pensées, comme je dis là, c'est une philosophie, quand on dit que ça nous positionne pour le succès, c'est que ça nous aide à avoir de meilleurs résultats. La première pensée de cette philosophie, c'est que le monde est un grand marché et non ta famille. Le monde est un grand marché et non ta famille. Pourquoi cette pensée est très importante et qu'est-ce qui m'a poussé à arriver à cette conclusion? Je crois que vous connaissez déjà cette histoire, j'ai à la raconter plusieurs fois. Lors du décès de mon père avait beaucoup de relations. Des personnes vraiment connectées, des personnes vraiment haut placées, des personnes vraiment nanties, des personnes que nous voyions à la maison tout le temps, qui venaient tout le temps. Et vous savez, quand vous êtes à la maison, les amis de papa viennent, ils te prennent comme leur enfant. Quand tu as un souci, des fois ils sont là pour t'aider, ils te donnent des conseils. Donc lorsque le papa est arrivé à mourir, moi, je suis resté dans la philosophie, ou nous, pas seulement moi, même tous dans la fratrie, nous sommes restés dans la philosophie que quoi? Ce sont comme c'était les amis de papa, ça veut dire qu'ils vont nous aider. Mais nous avons été confrontés à la triste réalité. C'est que lorsque le papa est mort, la majorité de ces personnes, même avoir accès à eux, est devenu impossible. Quelques rares, on avait encore le numéro de téléphone, on appelait les 2-3 premières fois, ils répondaient. Après, je me souviens, une grosse personnalité du pays dont je vais taire le nom, je n'ai même plus eu accès à lui, c'est à sa secrétaire, après quelques temps, ça ne passait plus. Tous ceux qui venaient à la maison, tous ceux qui venaient à toutes les fêtes que papa organisait,
Tous ceux qui étaient là quand papa racontait notre histoire, ils nous félicitaient. Alors, comment c'était l'école? Comment c'était l'école? Quand le papa est mort, il n'avait rien à faire avec nous. Et au début, ça m'a frustré. J'ai commencé à dire vraiment le monde est méchant. Comment les gens sont comme ça. Peut-être ils étaient en train de manger à la même table que papa. Certains d'entre eux, vraiment, papa les a aidés. Maintenant, quand nous sommes dans les problèmes, ils nous tournent le dos. Voilà la philosophie que j'avais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand je me suis vraiment impliqué dans la vie, les affaires et tout, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est moi et c'est nous qui avions tort. Ils ne sont pas de notre famille. Ce n'étaient que les amis de notre père. Et pour certains, ce n'étaient même pas des amis, c'était des partenaires. C'était des relations de business. Et c'est là où je me suis rendu compte. Et c'est ça que je pense qui est très important et qui fait beaucoup de problèmes, fait que beaucoup de personnes ont des problèmes à avoir de très bons résultats dans la vie. C'est que les gars pensent que le monde, c'est leur famille. Pourquoi je fais la différence entre le monde qui est un marché et non le monde qui est une famille? Parce que regardez, dans la famille, pour obtenir quelque chose, tu demandes seulement. Tu pars voir ton père. Tu dis, je veux ceci, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ton père fait? Il te donne. Tu pars voir ta soeur, tu pars voir ton frère. Tu dis, s'il te plaît, je n'ai pas peut-être de stylo. Est-ce que tu peux me donner le stylo? Il te donne. Mais au marché, comment est-ce que tu fais pour avoir quelque chose? Tu donnes. Ça se paye. Ça se paye. Et moi, nous, on avait pensé que parce qu'ils étaient avec papa, parce qu'ils marchaient avec papa, parce qu'ils faisaient les affaires avec papa, parce qu'ils arrivaient à la maison, ils jouaient, ils riaient avec nous, ça veut dire que c'est forcément les membres de la famille. Ce n'est pas les membres de la famille. Le fait que mon père soit mort n'implique en rien qu'ils doivent m'aider. Parce qu'ils ne sont pas, ils n'étaient pas mon père, ils ne sont pas mon père. D'accord? Et c'est normal. Ça veut dire quoi? Puisque moi, je n'ai rien à leur apporter, ils n'ont pas trouvé intéressant de répondre à mes appels, ni à moi, ni à ceux de mes sœurs. Mon père était intéressant pour eux parce que mon père, dans leur relation, leur apportait quelque chose. Parce qu'après, quand j'ai réfléchi, j'ai commencé à analyser les relations qu'ils avaient avec mon père. La majorité d'entre eux, c'était des relations d'abord d'affaires. Ou c'est parce qu'ils étaient dans la même association et dans cette association, mon père contribuait. C'est parce que mon père leur apportait quelque chose que mon père était intéressant. Et ça, c'est très important à savoir. Je vous assure. Si tu penses que le monde, c'est ta famille, tu vas être frustré parce que les gens ne t'aident pas. Tu vas être frustré. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans ta tête. Ce n'est que dans ta famille où les gens t'aiment pour qui tu es. Ce n'est que dans ta famille où les gens t'aiment parce que tu es son frère, parce que tu es sa soeur, parce que tu es son parent, parce que tu es son enfant. Dans le monde, lorsque tu sors, il faut que tu mettes ça dans ta tête. C'est un marché. Lorsque je m'en vais au marché, lorsque tu vas au marché, comment est-ce que tu fais pour obtenir quelque chose? Tu fais quoi? Tu payes. Et payer même, c'est une fois. De manière générale, c'est quoi? Tu apportes quelque chose. Si je ne donne rien, je n'obtiens rien. Celui qui vend la marchandise au marché, lui, il veut l'argent, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il apporte quelque chose. Toi aussi qui vas au marché, tu as l'argent et tu veux la marchandise. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne viens pas, tu demandes à la personne, s'il te plaît, donne-moi tes tomates. Non, tu lui dis, voici ce que je te donne en échange des tomates. Je vous assure, si nous intégrons cette pensée-là, cette vérité-là, cette compréhension de la vie-là, ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Ça veut dire que lorsque je suis hors de mon cadre familial, je ne pense jamais en termes de ce qu'il va me donner. Je pense toujours en termes de qu'est-ce que j'apporte. Comme on dit en anglais, what do you bring on the table? What do you put on the table? Ça veut dire quoi? Tu n'es intéressant que par ce que tu apportes dans la relation. Si moi, je n'ai rien à apporter, le monde ne va rien me donner. Et ce n'est pas parce que le monde est méchant, c'est parce que c'est comme ça que les choses sont faites. Le monde, si c'est un grand marché. Donc si tu penses que le monde est méchant, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Le monde est méchant, les gens n'aiment pas les gens, vraiment, les gens ne sont là que pour leur intérêt. Tu penses que c'est comment? Si les gens là n'étaient pas pour leur intérêt, tu penses que les gens auraient l'argent pour éduquer leur famille et tout? Quand les gens sortent de chez eux, c'est pour aller chercher les ressources pour aider leur famille. Et ils ne sont pas dehors pour faire du social d'abord. Si cette vérité-là ne définit pas notre façon d'approcher le monde,
nous aurons des difficultés. Nous serons frustrés. Il faut que tu te mettes dans l'esprit que dans le monde, je ne suis intéressant que parce que j'ai quelque chose à donner que le monde recherche. Donc arrête de penser que les gens sont là pour te donner quelque chose. Non, ce n'est que dans ta famille que lorsque tu veux quelque chose, tu demandes, on te donne. Dans le monde là, pour obtenir quelque chose, il faut donner en retour. Mettons ça dans notre esprit. Mettons ça dans notre esprit. Si je ne donne rien, je n'obtiens rien. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que personne ne te doit quelque chose. C'est comme la conséquence de la première. Personne ne te doit quelque chose. Et ça me rappelle toujours cette histoire d'un aîné qui me dit que ils ont un groupe WhatsApp des ressortissants de leur communauté, de leur village, et que dans leur groupe WhatsApp, il y a un de leurs membres ou un membre de leur village qui arrive en ville. Et il a écrit dans le groupe, il a commencé à se plaindre. Que vraiment, que depuis qu'il est en ville là, sa situation est là, ça ne change pas, et les gens ne l'aident pas. Que les gens n'aiment pas les gens. Et il me dit que quelqu'un lui a écrit que est-ce que tu es venu à Yaoundé pour faire l'amour? Vous comprenez un peu? Donc, pour lui, ce monsieur qui venait du village, qui est arrivé en ville, pour lui, les gens lui devaient quelque chose. On devait l'aider. Quand tu marches dans ta tête en pensant que les gens te doivent quelque chose, tu vas te trouver dans les problèmes et tu seras frustré parce que, comme on a vu à la première vérité, si tu n'apportes rien, tu n'as rien. Comme tu ne vas rien apporter, les gens ne vont rien te donner. Tu vas finir comment? Frustré. Mettez-vous dans votre tête que personne ne te doit quelque chose. Il y a des fois, tu causes avec quelqu'un, il te dit, mon frère, je ne comprends pas. Un bon produit comme celui-ci, non, ce marche, les Camerounais ne comprennent de rien. Ça veut dire qu'au lieu de s'interroger sur pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas son produit, sur ce que les gens recherchent vraiment, lui, il ne regarde pas ça. Il commence à incriminer le marché en disant que le Cameroun n'est pas prêt pour ce que j'ai à offrir. Moi, j'ai déjà suivi des gens comme ça. J'ai déjà suivi des gens comme ça. Qu'un bon produit comme celui-ci, j'essaie d'expliquer ça aux banquiers, ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas prêts pour ce type de produit. Personne ne nous doit quelque chose. Il faut qu'on entre dans une mentalité où nous sommes que c'est nous qui devons au monde. Le monde ne nous doit rien. Ça veut dire que lorsque quelqu'un décide de ne pas t'aider, tu n'as pas le droit de te fâcher. Il devait t'aider. C'est écrit où que c'est lui qui est supposé t'aider. Parce que les frustrations des gens viennent de ça. Oh, un oncle, il a l'argent, il ne nous aide pas. Lui marche avec tout ça, il a son argent, il ne nous donne pas l'emploi. Ça, c'est même quel type d'oncle? Est-ce qu'il te doit quelque chose? La question à se poser, c'est que, est-ce qu'il te doit quelque chose? Tu lui as donné l'emploi qu'il doit te rendre? Hein? Ou tu sors de l'école et tu commences à te fâcher que voilà, on a tous ces diplômes-ci et maintenant le gouvernement ne nous trouve pas le travail. C'est écrit dans quel livre que le gouvernement doit te trouver le travail? Ou vraiment, je travaille dans cette entreprise avec tous les diplômes que j'ai, je donne tout ce que je veux et maintenant on ne me paye que ça. Qui t'a dit que lui, il est là pour te donner ce que tu veux? S'il ne peut pas te donner ce que tu veux, va toi-même créer ce que tu penses que tu mérites. Les gens sont frustrés dans la vie parce que les gens pensent qu'on leur doit quelque chose. Celui qui a son entreprise décide d'en faire ce qu'il veut. Et ça me rappelle l'histoire, une parabole de Jésus, que je trouvais très intéressante. Je vois que vous avez suivi ça, qu'un maître sortit un matin et il a recruté des ouvriers tôt le matin. Il leur a dit, venez travailler dans mon champ et je vais vous payer, je crois que c'était 1 talent, n'est-ce pas? Il les a pris très tôt le matin. On dit qu'il est ressorti vers midi encore. Il a trouvé d'autres ouvriers au carrefour. Il a dit, qu'est-ce que vous faites ici là? Venez travailler aussi dans mon champ. Vous voulez travailler? Ils sont venus. On dit qu'il est encore venu vers 15 heures.
Il a vu un autre groupe. Il a dit, mais vous faites quoi ici? Il y a le travail dans mon champ, non? Venez travailler dans mon champ. Ils sont venus. Il est encore venu aux alentours de 17h, 18h. Il a encore trouvé les gens, il les a appelés. Et là, le soir tombé, à la fin du travail, il appelle maintenant chaque groupe pour payer. La Bible dit que il a commencé par les derniers jusqu'au premier. Ça veut dire que les derniers là, qu'il a recrutés, non. La Bible dit qu'il a donné à chacun un talent. Un talent. Et quand il arrive au premier, qu'il a recruté très tôt, il leur donne aussi un talent. Jésus dit que les gars se fâchent. Ils disent à Jésus que, mais ça c'est quoi? Si ils sont venus, nous on fait que peut-être 1 heure de travail. Nous on est ici depuis le matin. Tu lui donnes le même salaire qu'à eux. Et Jésus dit que le maître leur a demandé, est-ce que ce n'est pas ça qu'on s'est entendu? Est-ce que quand je vous ai écouté, je ne vous ai pas dit que j'allais vous donner un talent, vous allez accepter? Ils ont dit oui. Et la deuxième chose que je trouve importante que Jésus dit que le maître leur a dit, il dit que, n'est-ce pas, c'est mon argent. Je peux décider de donner n'importe quoi à n'importe qui. Ça vous dérange en quoi si je décide que celui qui a travaillé 1 heure, je lui donne un talent comme à vous? Il leur a dit, n'est-ce pas, c'est mon argent. Les gens sont frustrés dans la vie parce qu'ils veulent entrer dans la vie des gens et dire ce que les gens doivent leur faire. Oh, il a tout l'argent dans cette famille, c'est lui qui a tout, il ne nous donne pas le travail, il est là pour te donner le travail. Tu lui as donné le travail un jour qu'il doit te rembourser. Hein? Ce que lui il a fait pour réussir là, toi aussi tu ne peux pas aller faire ça pour réussir. Je ne dis pas que ce que tu dis est faux. Normalement, oui, il doit aider. Normalement, mais s'il n'aide pas, il ne te doit. Et il y a les gens qui restent frustrés leur vie. Il dit que si tu vois ma situation comme ça, c'est parce qu'il y a les gens dans la famille, ils n'aident pas les gens. Ils te doivent quoi? Ou si mon entreprise est comme ça, je n'ai pas les financements, c'est que je m'en vais dans les banques et elles me refusent l'argent. La banque te doit l'argent. Tu as mis ton argent en banque, elle doit te rembourser. Vous voyez un peu la philosophie? Cette philosophie bloque beaucoup de gens. Mon produit, si c'est un bon produit, c'est que le marché ne comprend pas. Vraiment, les Camerounais ne comprennent pas. On fait les bonnes choses pour les aider. Ce pays-ci, vraiment, il faut que j'aille ailleurs. Parce que l'argent qui est dans leur poche, c'est ton argent. Donc, lorsque tu as cette philosophie où tu dis que personne ne me doit rien, tu es capable de rester zen quand quelqu'un te dit non. Parce que dans ton esprit, il ne te doit rien. Quand quelqu'un te dit oui, c'est comme une faveur en même temps qu'il t'offre. Lui, il a l'eau à l'école. Lui, il a développé des compétences qui l'ont amené à ce niveau, qui lui ont donné cette capacité. Si elle dit qu'il ne te donne pas, tu peux aussi dire que moi aussi, comme toi tu quittais de rien, tu es monté, moi aussi je vais quitter de rien et vais monter. Personne ici n'est né pour donner l'emploi aux autres. Ou personne ici n'est né pour rendre riches les autres. S'il ne peut pas te rendre riche, va créer ta richesse. Si tu peux pas trouver le travail, va créer ton travail. Personne ne te doit rien. Il y a des gens qui disent que oh, si je suis comme ça, c'est parce que mon père et mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école. Je dis à quelqu'un que oui, ils ne t'ont pas envoyé à l'école. Ça, c'est un langage que tu peux tenir encore jusqu'à 16 ans, 18 ans. À 18 ans, n'est-ce pas, tu peux travailler, toi-même tu payes ton école maintenant. Comment tu continues à accuser tes parents à 18 ans pour quelque chose que toi-même tu peux faire? Ils ne t'ont pas envoyé à l'école, non? Soit. D'accord. Mais toi, tu ne peux pas aller travailler maintenant pour aller à l'école. Comment jusqu'à 35 ans, 40 ans, tu ne fais que dire que si ta situation est comme ça, c'est parce que tes parents ne t'ont pas envoyé à l'école. Ils ne te doivent rien. Ils t'ont donné la vie, ils t'ont nourri, non? Ils ne te doivent rien. Donc ça, c'est une deuxième vérité, très importante. La troisième vérité, et j'espère que c'est quelque chose qui résonne avec vous, parce que moi, c'est des choses qui m'ont manqué. Hein. C'est des choses qui m'ont manqué et qui font que, au lieu de faire ce qui doit être fait, tu passes le temps à te fâcher contre les gens qui ne te doivent rien. Les gens qui étaient les amis de mon père, comme je vous disais là, ils ne nous devaient rien. Ils ne nous devaient rien. Nous, on a passé le temps à rester frustrés contre eux, à ne pas réfléchir comment nous-mêmes on peut s'en sortir, parce qu'on pensait que non, peut-être ils marchaient avec papa, papa les a aidés, pourquoi ils ne nous aident pas aujourd'hui? Ils ne nous doivent rien. Ils ne nous doivent rien. Troisième vérité, c'est quoi? Tu es le responsable ou la cause principale de tes résultats. Aïe, 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 aïe. Ça, j'ai des problèmes avec les gens. Il y a des fois, j'arrive à des endroits, je peux vous... Tu es responsable ou la cause principale de tes résultats. Et vous allez regarder que toutes ces différentes vérités de cette philosophie qui nous positionnent pour le succès là, elles sont comme les conséquences des précédentes, n'est-ce pas? Tu es le responsable. Écoutez-moi,
Écoutez-moi à partir d'aujourd'hui. Si, lorsque quelque chose de mauvais vous arrive, ou même de bon, vous prenez la décision de ne pas regarder qui vous allez accuser en premier, mais vous vous regardez d'abord pour savoir qu'est-ce que j'ai manqué de faire ou qu'est-ce que j'ai fait mal qui m'a amené dans cette situation. Je vous assure, vous êtes en avance sur 99% de la population mondiale. Je dis que même les plus grands leaders, il faut les voir. Dans beaucoup de groupes dans lesquels je suis, surtout les leaders. Il va vous expliquer que le groupe ne marche pas parce que lui comprend, mais vous ne voulez pas suivre. Si tu demandes à quelqu'un pourquoi tu fais comme ça, il dit que non, même les enfants. Papa, tu vois, j'ai bien fait. C'est l'autre. C'est parce que. Et quand tu es dans une attitude comme ça, je vous assure, tu ne peux pas réussir. J'ai l'habitude de dire, et vous allez me dire si je me trompe, tu ne peux pas changer ce dont tu n'es pas responsable. Laissez-moi vous expliquer. Si je te demande, Tabitha, pourquoi tu n'as pas eu de bons résultats dans ce domaine? Et tu dis que non, vraiment, c'est à cause de lui. C'est parce que le Cameroun. C'est parce que... Qu'est-ce que tu es en train de me dire en même temps? C'est que pour que moi j'ai des bons résultats, il faut que lui change. Il faut que le Cameroun change. Il faut que l'environnement change. Et moi, je peux te poser dans la question. Donc, s'il ne change pas, tu ne réussiras jamais. Parce que quand tu dis que je n'ai pas pu à cause de lui, qu'est-ce que tu es en train de dire? S'il faut que ma situation change, il faut que lui, il change. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui m'a remarqué. Je ne sais pas si c'est Robert Kiyosaki, je ne sais plus qui, que j'avais suivi. Et il disait que son mentor lui disait, c'est plus facile et plus simple de se changer soi que de vouloir changer les autres ou son environnement. C'est une peine perdue. Si tu commences à dire, oh, vraiment, dans ce pays, on ne réussit pas, c'est à cause du président, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de mes parents, c'est à cause du système éducatif. Écoutez bien, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que c'est le gouvernement qui est responsable de ton échec. Ce n'est pas ça. C'est tes parents qui ne t'ont pas bien éduqué qui sont responsables de ton échec. Ce n'est pas ça. C'est le pays qui est difficile qui est responsable de ton échec. D'autres vont jusqu'à dire c'est parce que je suis femme, c'est parce que je suis africain, c'est parce que je suis noir. Moi, je demande donc, comme tu ne vas jamais changer, tu vas rester femme. Comme ta couleur de peau ne va jamais changer, tu vas rester noir. Comme tu es Camerounais, tu es supposé vivre dans ce gouvernement. Ça veut dire que comme les choses là, on ne peut pas les changer. Ça veut dire que tes résultats ne vont pas... Puisque tu dis que c'est ça qui te dérange. Vous voyez donc que lorsqu'on commence à accuser les gens, on se met soi-même dans une position où on ne va jamais réussir. C'est pour ça que la chose la plus simple d'abord d'accepter, parce qu'elle est vraie, c'est que je suis la cause principale de mes échecs. D'accord. Si je dis en tant que chef d'entreprise, vraiment mon problème, ou en tant que leader dans un mouvement ou dans une organisation, que vraiment cette organisation ne réussit pas parce qu'on a de mauvaises personnes dans l'organisation. Vous savez ce que j'ai envie de dire à la personne en retour? Tu es le responsable, tu es le leader, non? Si elle est mauvaise personne dans l'organisation, pourquoi tu ne les licencies pas? Parce que c'est elle qui dérange. Ça veut dire qu'à la fin de compte, c'est toujours ta responsabilité. Parce que si tu les as laissés, tu sais qu'ils sont mauvais, tu les as laissés. Qui est responsable? C'est toi. Donc arrête de dire que c'est les gens. Si les gens là ne sont pas de bonnes personnes, ce sont des personnes toxiques, ce sont des personnes qui freinent ton organisation ou ton entreprise, tu es responsable, tu peux les enlever, non? Pourquoi tu les gardes? Est-ce que ce n'est pas ton système de gouvernance qui est un problème? Est-ce que ce n'est pas ton système de management qui est un problème? Cette capacité que nous avons rapidement à accuser les autres là, c'est une très mauvaise attitude. Oh, si je suis pauvre, c'est à cause de... Oh, si moi je ne m'en sors pas, c'est parce que je ne suis pas dans la secte comme les autres. Donc pour toi, tous ceux qui réussissent là, ce sont dans la secte. Et c'est très facile. Quand on est dans cette attitude-là, on cherche toujours à justifier le fait qu'eux, ils sont dans les affaires mauvaises. Moi, c'est parce que j'ai décidé d'être bon que je ne réussis pas. Je suis désolé de t'apprendre quelque chose que peut-être tu ne savais pas. Il y a des bonnes personnes aussi qui réussissent. Tous ceux qui réussissent là ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas de la secte. Ils ne sont pas satanistes. C'est parce que tu refuses d'accepter que si mes résultats sont comme ça, c'est moi le responsable. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu dis que je suis le responsable, ce n'est pas que les autres n'ont pas une contribution. Hein. À partir de ce moment, tu commences à te focaliser sur ce que toi, tu peux faire pour que les choses changent.
Si par exemple je mets mon produit sur un marché, ça ne marche pas. Au lieu de commencer à accuser, oh, c'est les gens qui ne sont pas bien, c'est le marché qui ne comprend pas. La question que je peux me poser, c'est que qu'est-ce que moi j'ai mal fait qui fait en sorte qu'ils n'acceptent pas mon produit? Et c'est comme ça que les entrepreneurs qui réussissent font. Et peut-être tu vas vers le marché en leur posant la question, pourquoi ce produit que je vous ai présenté, vous ne l'avez pas accepté? Parce que tu prends la responsabilité, que tu acceptes le fait que c'est moi qui suis responsable de cet échec. C'est parce que je ne les comprends pas que j'ai proposé un mauvais produit. Lorsque tu vas maintenant vers un habitat, tu dis, bon, tu n'as pas assez de quoi. Ils vont commencer à te dire, nous voulons, on veut un produit comme ça. Nous, on veut un produit comme ça. Et là, tu vas commencer à comprendre. Je me souviens toujours, ça arrive même presque toujours. Quand je soumets un papier dans une revue, mon maître en recherche, un professeur titulaire agrégé, la première fois qu'on avait rejeté mon papier, ça m'a choqué. Il m'a dit quelque chose. Il m'a même répété ça l'autre jour quand on a rejeté un de mes papiers. Il m'a dit, tu prends les critiques avec humilité. Tu intègres les remarques et tu ressoumets. Parce que je vous dis, quand tu travailles sur un papier de recherche pendant longtemps, il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation et le biais cognitif. Tu commences à croire que comme tu aimes le papier, là, c'est comme ça que ton papier est puissant, là, que ton article de recherche là est puissant. Et c'est comme ça, tu as fait le produit, tu as fait ton application, tu as créé ton produit, toi, tu penses que le produit, c'est la façon que toi-même tu vois ça. Tu penses que c'est comme ça que tout le monde voit le produit ici. Ou des fois, ton idée que tu viens présenter à ton oncle, à ton ami, ça c'est une idée qui va tuer, gars. Il faut que tu mettes ton argent. Tu es étonné qu'ils ne mettent pas l'argent. Mon encadreur, mon maître me dit, tu prends ça avec vérité. La première fois, pendant 2-3 jours, j'étais frustré. Il dit que comment, parce qu'on t'envoie les notes des évaluateurs, comment ils peuvent dire ça? C'est vraiment. Après un jour, j'ai dit que non, je vais faire ce que le maître dit. J'ai laissé peut-être 1 ou 2 semaines passer, je n'ai pas regardé. Et quand je suis revenu, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à prendre les critiques avec humilité. Vous savez ce qui se passe? Je me suis rendu compte que les évaluateurs ont raison sur toute la ligne. Parce que nous, quand quelque chose nous arrive de mal, on veut. Moi, je lui disais que c'est les évaluateurs là qui ne comprennent pas bien mon travail. Ils ne sont même pas du domaine. Je commence à tout. Mais lorsque j'ai intégré ça, j'ai commencé à mettre leur remarque en pratique. Ça, considérablement, moi-même quand j'ai relu mon papier après, moi-même j'ai dit que normalement, ils ont même eu trop d'humilité de m'écrire. On devait jeter ce que j'ai proposé. Bien sûr. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Quelqu'un vient te dire, comme l'autre jour, l'autre me dit que, vraiment, moi, non, on n'a pas bien corrigé les copies à l'université. Quand on me dit qu'on n'a pas bien corrigé, je connais comment j'ai bûché la matière ici. Je connais, tu es sûr, je lui ai dit que petit, calme-toi. On m'a raconté une histoire, je vais vous dire. Il y a une université dont j'ai été le nom. Un parent est venu avec son enfant. Son enfant faisait, quand il était au collège, il était en sciences. Et c'est un gars qui avait les très fortes moyennes en mathématiques. Il arrive, il ne fait même pas mathématiques, lui, il va faire sciences économiques et gestion. Et je crois qu'on m'avait dit que sa moyenne, il a eu en tout, c'est 3 ou 6 en maths. Ses parents, son père et lui sont venus voir le doyen, ou le fils doyen, si je ne me souviens plus, pour se plaindre. Et le papa disait, ce n'est pas normal. Mon fils a fait science. Au bac, il a eu ses 17 en maths. Vraiment, ce n'est pas normal. C'est vraiment, c'est vous. On dit que les universités d'État sont mauvaises. Il a commencé à parler. On dit que le vice-doyen a appelé un membre de la commission de correction. Il a dit, s'il te plaît, va là où il y a les copies. Fouille-nous la copie de cet étudiant. C'est le gars qui a fouillé qui m'a raconté l'histoire. Il me dit qu'il a pris plus de 3 heures, 4 heures. Parce que, vous imaginez, c'est des dizaines de milliers d'étudiants. Et on stocke quelque part année après année. Finalement, quand il a trouvé la copie, on dit qu'on a amené ça au niveau du vice-doyen. Il a dit, rapportez-moi les preuves et sa correction. Vous savez ce qu'on a fait? On a donné la copie de l'étudiant à son père qui baladait. Parce qu'il était assis avec lui. On lui a donné les preuves et la correction. On lui a dit que corrige la note de ton fils. On dit que quand lui l'a corrigé, son fils n'avait même pas 3. Or, on lui a donné 6. Pourquoi est-ce que je dis ça? On a cette tendance à accuser les gens. Toi, tu es saint, c'est les autres qui sont les diables. Si tu ne réussis pas, c'est parce que les autres te bloquent. Je ne dis pas que ce n'est pas ce que tu dis n'est pas vrai. Mais ce que je dis,
C'est que tu as plus de chances de changer ta situation lorsque tu te concentres sur les éléments que tu peux contrôler. Et la seule chose que tu peux contrôler par excellence, c'est tes pensées, c'est tes actions, c'est tes connaissances, c'est toi. C'est difficile de changer les autres. Et si les autres là ne changent jamais? Et si le système ne change jamais? Et comme ta couleur de peau ne va jamais changer, tu ne vas jamais réussir. Et comme tu vas rester femme jusqu'à la fin de ta vie, c'est ça que j'espère, que tu ne vas pas changer de sexe. Tu vas pas réussir. Donc c'est une vérité très importante. Tu es responsable et la cause principale de tes résultats. L'avant-dernière vérité, c'est quoi? Tes résultats reflètent la réalité. Tes résultats font quoi? Reflètent la réalité. Laissez-moi vous dire, tu es à l'université, tu es à l'école, hein? Oublie que je suis intelligent. Tu as 3, tu as 4, tu as 5, tu as 6 de moyenne. Tu n'as pas le niveau. Il y a des gens qui disent que non, la note là ne reflète pas qui je suis. C'est ta note, ça te reflète. Financièrement, tu as de mauvais résultats. Les résultats montrent que financièrement, tu n'es pas intelligent. Arrête de me dire que j'ai les diplômes. Arrête de me dire que je suis un agrégé. Arrête de me dire. Tes résultats montrent qui tu es. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas le potentiel en nous pour faire mieux. Mais je suis en train de dire que les résultats que j'ai montrent à ce moment-là quel est mon niveau de compréhension, quel est mon niveau d'engagement et quel est mon niveau de compétence par rapport à ces résultats. Si je n'ai pas réussi à avoir de meilleurs résultats, à l'école on dit quoi? Tu n'as pas le niveau. C'est pas ça qu'on dit. Mais nous on veut philosopher. Que non, vraiment, c'est qu'on les preuves qu'on a données là n'est vraiment pas, vraiment c'était, non, c'est ton niveau. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que les résultats, c'est un peu comme quelqu'un, c'est comme un tableau de bord. C'est comme quelqu'un qui conduit la voiture. Lorsque le tableau de bord lui signale qu'il n'y a pas de carburant, il ne commence pas à dire que non, il y a le carburant ici. C'est que tu ne vois pas bien. L'indicateur lui montre quoi? La réalité. Ça ne lui montre peut-être pas la vérité, parce que la vérité, c'est que tu es capable de réaliser bien plus que ce que tu as eu comme résultat. Ça, c'est la vérité. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'avec ton niveau actuel, avec ta mentalité actuelle, avec les actions que tu poses actuellement, avec ton niveau d'engagement actuellement et ton niveau de compétence actuellement, voilà ce que tu es capable de faire. Donc arrête de faire comme si les résultats-là ne reflètent pas ton niveau. Ces résultats-là reflètent la réalité de ton niveau à l'heure actuelle. Maintenant, c'est vrai que tu es capable de réaliser plus. Si tu as eu 5, c'est ton niveau. Ne commence pas à te plaindre que c'est ton niveau. Si financièrement tu as de mauvais résultats, c'est ton niveau. Tu es capable de bien plus, oui, mais là, ça reflète ta réalité. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de l'avoir? Parce que lorsque je vois les résultats comme le reflet de ma réalité actuelle, ça me donne l'humilité d'aller travailler pour avoir de meilleurs résultats. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais si je conteste les résultats, vous savez qu'il y a des gens qui contestent les résultats, non? À l'université, les gens font les requêtes beaucoup. Il y a ce qu'on appelle les requêtes fondées, il y a ce qu'on appelle les requêtes non fondées. Il y a des gens qui contestent, comme je vous ai parlé de l'exemple précédent, quelqu'un conteste sa note. Ça veut dire qu'il est en train de contester quoi? Les résultats. Il pense que comme il avait souvent 16 en mathématiques quand il était au collège en sciences, ça veut dire que forcément il aura 17. Maintenant là, les 6 qu'il avait reçus là, ça a reflété son niveau à ce moment-là. Et c'est là où on a dit aux parents, que des fois les enfants sont intelligents, mais quand ils arrivent à l'université, ils commencent à jouer. On lui a dit, il n'étudie plus. Peut-être la discipline qu'il avait au collège, il ne l'a plus aujourd'hui. Mais vous êtes resté avec la discipline qu'il avait au collège et les résultats selon cette discipline. Mais beaucoup de ces enfants ici à l'université n'étudient pas. Donc même s'il a eu 17 ou 18 en mathématiques, qu'elle était au collège, et il vient ici, il ne garde plus la même discipline, c'est normal qu'il insiste. Et donc, le père, lui, pense que ça, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Ça. Non, c'est la réalité. Et lorsque j'accepte la réalité des résultats, la vérité des résultats, ça me donne l'humilité pour aller travailler. Et non le plaindre. Je vous assure que cette vérité que je vous donne là, si vous les prenez avec humilité, ça va vous changer la vie.
Oh, je devais avoir 18. Et le prof, c'est le prof qui ne m'aime pas. Non, accepte que j'ai le niveau de 15. Et va étudier pour que prochainement tu as 18. Accepte que c'est mon niveau. Accepte, va avec l'hypothèse que celui qui est en face n'a rien de mal. Il ne cherche rien de mauvais en moi. D'accord? La note qu'il m'a donnée, c'est ma note. Et va bosser dur. Parce qu'en réalité, non. Vous savez, ceux qui se plaignent dans la vie n'avancent pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un dont la situation a changé par les plaintes. Donc, si on commence à s'engager dans les plaintes, nous sommes en train de prendre la voie des gens qui ne vont jamais rien réaliser. Je n'ai pas vu encore des gens dont la situation a changé parce qu'ils ont marché dans la rue avec les pancartes. Après, on va te dire que, oh, ma situation a changé parce que je suis monté à la rue. On va te donner quelque chose qui va te soulager. Mais ça n'a jamais vraiment résolu le vrai problème. Donc, les plaintes, ce n'est pas la route du succès. D'accord? La dernière vérité. C'est bon jusque-là? C'est bon jusque-là? Voilà. La dernière vérité, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Sauf face à la mort. Car pour tout problème, il y a une solution. Il y a toujours quelque chose à faire. Sauf face à la mort. Car pour tout problème, il y a une solution. Pourquoi c'est important lorsqu'on veut réussir dans la vie d'avoir cette attitude? C'est parce qu'elle est vraie. Pour moi, elle est vraie parce que non seulement je l'ai observée quand j'étudie ceux qui réussissent, d'accord, mais elle est vraie aussi parce que même bibliquement, il y a quelque chose que l'apôtre Paul dit qui me marque. L'apôtre Paul dit ceci, regardez-moi. L'apôtre Paul dit, Dieu ne permettra, il dit, il n'y a aucune tentation. Et quand je dis tentation ici, je veux que tu vois la tentation comme un problème en face de toi. Parce qu'une tentation, c'est un problème, n'est-ce pas? C'est un défi qu'on te lance. Une tentation pour faire ce qui est mauvais, ou si tu es assez fort, voir ce qu'il y a bien à faire et de bien à faire et le faire. Donc, je vais un peu enlever le mot tentation. Et je vais dire, il dit, il n'y a aucun problème qui se présente à vous qui soit inhumain. C'est la première chose qu'il dit. Et il dit, et Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que vous faisiez face à des problèmes qui soient au-delà de vos forces. Et il continue en disant, mais face à tout problème, à tout défi, il préparera toujours une porte de sortie. Vous entendez ce que la Bible dit? Qu'il n'y a aucun défi, aucune tentation, aucun problème où il n'y a pas une porte de sortie. Plus loin encore, il est dit, le même apôtre dit quoi? Je peux tout par Christ qui me fortifie. Donc, ça c'est la mentalité de ceux qui réussissent ça. Parce que je me suis rendu compte que c'est un problème que j'ai eu longtemps. Que lorsque le problème qui est en face de moi rencontre ce que j'ai appris à l'école ou ce que j'ai lu dans un livre, je suis percutant. Mais lorsque le problème qui est en face de moi, je n'ai jamais lu dans un livre, j'étais perdu. Mais lorsque j'ai commencé à côtoyer non seulement des visionnaires, des mouvements, ça s'appelle des mouvements chrétiens, des organisations caritatives ou des businessmen, ou le milliardaire avec lequel, ou les 2 milliardaires que je connais jusqu'à aujourd'hui. Une chose que j'ai remarqué, c'est que 90% des problèmes qu'ils rencontrent, ce sont des problèmes qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans un livre et rien à voir avec ce qu'on leur a appris à l'école. Mais ils ont développé cette capacité à trouver des solutions pour des problèmes pour lesquels ils n'étaient pas préparés avant. D'accord? Lancer un business sans 5 francs, ça ne s'apprend dans aucun livre. Ça ne s'apprend dans aucun livre. Mais ils ont appris à utiliser leur cerveau pour trouver des solutions à des problèmes non conventionnels. Et vous savez pourquoi les gens ne réussissent pas quand ils veulent se lancer à leur propre compte ou quand ils commencent après ils abandonnent? Parce qu'ils font tellement face à des problèmes auxquels ils n'ont pas été préparés, tellement face à des problèmes dont les solutions ne sont pas dans les livres qu'ils ont lus, que quoi? Ils finissent par abandonner. Et ils commencent à penser que ceux qui ont réussi là, c'est parce qu'ils sont sorciers. Parce que comme lui n'a pas pu trouver la solution, il se dit quoi? La solution que celui-là a trouvée, ça doit être seulement un homme mystique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais il est important que nous sachions
Et parce que c'est ça l'attitude, qu'il y a une solution pour tout problème. Quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, il y a toujours quelque chose à faire. Même abandonner, c'est quelque chose à faire. D'accord? Bien sûr. Tu peux être engagé dans un mouvement et après, il y a tellement de choses difficiles. Et quand tu analyses, tu te rends compte que ça ne vaut pas la peine de continuer. Il y a quelque chose à faire. D'accord? Tu peux être dans un mariage toxique. Hein? Parce qu'il y a des gens qui font toujours comme si c'est une fatalité. Tu es dans un mariage toxique où ta vie est en danger et tu fais comme si tu es paralysé. Non. Peut-être la chose à faire, c'est de dire que j'arrête ce mariage. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Il y a toujours quelque chose à faire, même si c'est abandonné, même si c'est battre en retraite. C'est quelque chose à faire. Quelqu'un dit que tu n'es pas un arbre on a besoin, que tu ne peux pas te déplacer, ou tu n'es pas une montagne, que tu ne peux pas quitter d'un lieu pour un autre. C'est quelque chose à faire. Peut-être l'environnement dans lequel tu es, c'est dur. Peut-être la chose à faire, c'est de partir. Parce que de te plaindre de l'environnement chaque jour et que tu n'arrives pas à t'en sortir dans l'environnement, peut-être la chose à faire, c'est partir. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est pour ça qu'au dernier jour, tu ne vas pas dire à Dieu que Dieu, j'avais toutes les intentions de réussir. Je te dis, Dieu, là où tu me vois là, je voulais réussir, hein, j'avais les bonnes intentions. Mais vraiment, j'étais dans un mauvais pays. Dieu peut te demander que, mais pourquoi tu n'es pas quitté? Ou j'étais dans une mauvaise entreprise. Dieu peut te demander pourquoi tu n'es pas quitté cette entreprise alors. Il dit que c'est que dans l'entreprise, on ne m'appréciait pas à ma juste valeur. Il peut te demander que, mais pourquoi tu n'es pas allé dans une entreprise où on t'appréciait à ta juste valeur? Et si tu dis que non, c'est parce qu'il y a, comme il dit là, comme elle a dit, si tu dis c'est parce qu'il n'y avait pas d'entreprise pour m'employer, il va te dire, mais pourquoi toi tu ne pouvais pas t'employer? Il y a toujours quelque chose à faire. Je vous dis que même battre en retraite, même se retirer, même dire que cette voie, si je ne continue plus dans cette voie, c'est quelque chose à faire. Si tu penses que tu es arrivé à la conclusion et tu es convaincu qu'ici, il n'y a rien pour moi, tu continues alors pourquoi? Tu continues dans une voie dans laquelle, suivez-moi, tu es convaincu qu'il n'y a rien pour toi, tout simplement pour après aller te plaindre que c'est parce que la voie-ci est mauvaise. Si elle est mauvaise, la chose à faire, c'est quoi? Quitte la voie là et va dans une autre voie, non? Donc, vous voyez que même lorsque la mort arrive, quelque chose à faire, c'est quoi? C'est accepter le verdict de la mort. Et ne pas te morfondre à longueur de journée que, ouais, si mon père était ici, ma vie ne serait pas comme ça. C'est parce que mon père est mort. Vraiment, Dieu, tu m'as enlevé mon père très tôt. Si moi aussi, j'avais le parent comme... Je ne dis pas que c'est facile à faire. Hein. Mais, une chose à faire, c'est quoi? C'est accepter le verdict de la mort. Accepter que mon père n'est plus là. Accepter que je n'ai plus quelqu'un qui me tournait pour me donner l'argent. Et lui dire, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Parce que moi, je suis sans père physique. J'ai un père qui est dans les cieux. Et je suis seul face à l'univers. Mais si tu continues de te plaindre, parce qu'il y a des gens qui se plaignent, hein, à longueur de journée, ils vont même dans la pièce, pourquoi tu l'as arraché, hein? Les autres ont un père qui paye l'école. Tu vas changer ça. Tu peux changer ça. La chose à faire, c'est d'accepter le verdict de Dieu et de dire, Seigneur, donne-moi la force. Sois mon Père. Montre-moi la voie. Et vous allez voir que ceux qui adoptent cette attitude, ils font face à des moments, à des situations difficiles comme les autres, mais ils s'en sortent. Parce qu'ils ont l'attitude, ils ont la mentalité quoi? Pour tout problème, il y a une solution. Il y a toujours quelque chose à faire, même si c'est battre en retraite, même si c'est abandonner, même si c'est accepter le verdict de la vie ou le verdict de Dieu. Il y a des gens qui ont accepté le verdict qui sont aveugles. Ils ne passent pas leur vie à se plaindre avec Dieu. Ils savent que c'est peine perdue. Je suis aveugle, ça va changer quoi maintenant? Vous comprenez un peu? Je suis aveugle. Me plaindre toute ma vie, ça va changer quoi? Dites-moi un peu, ça va changer quoi? La chose à faire, c'est accepter que je suis aveugle. Et de me dire maintenant que je suis aveugle, comment je me déploie, sachant que moi je pars dans cette course désavantagée. Eux, ils ont la vue, moi je n'ai pas la vue. Donc voilà, mais on peut s'étaler dessus. Parce que pour moi, je trouve que c'est des choses très fortes. On peut s'étaler dessus, on va faire des heures. C'est même pour ça que cette vidéo est un peu plus longue. Mais c'est des vérités, mes frères. C'est quoi? Un,
Le monde est un grand marché, non ta famille. Dans ta famille, quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes, on te donne. Des fois, tu ne demandes même pas, on te donne. Parce que tu es de la famille, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon père, tu es ma mère, ou des fois tu es mon cousin ou mon neveu. Mais dans le marché, dans la famille, tu demandes. Dans le marché, pour obtenir, tu donnes. Quand tu vas au marché, tu veux les arachides, tu donnes l'argent. Quand tu vas au marché, tu as les arachides, tu veux l'argent, tu donnes les arachides. Dans le marché, non. Tu ne donnes rien. Tu n'as rien. Tu n'apportes rien au marché, tu n'as rien. Deuxième vérité, c'est quoi? Personne ne te doit quelque chose. Arrête de faire qu'il y a des gens qui sont nés pour t'aider. Non, non, non. Si les gens ne t'aident pas, accepte ça et pose-toi la question, qu'est-ce que je peux leur apporter pour qu'ils m'aident? Ou qu'est-ce que je peux leur apporter pour qu'ils me donnent ce que j'ai besoin? Parce que comme on l'a vu à la première vérité, le monde, c'est un vaste marché. Et si tu as quelque chose que le marché cherche, je peux t'assurer que le marché va te donner aussi ce que tu cherches. Donc quand tu te lèves et tu sors de chez toi, enlève dans ta tête que mon père est dehors. Ton père, tu l'as laissé derrière. Ta mère, tu l'as laissé derrière. Pose-toi toujours la question, comment est-ce que je peux être bon dans ce que je fais pour pouvoir apporter de la valeur aux autres? Parce que quand j'apporte de la valeur aux autres, c'est ainsi qu'ils me donnent la valeur en retour. C'est pour ça qu'en business, on dit que apporter la valeur, créer de la valeur, et on appelle aussi capter la valeur. Je crée la valeur en apportant une solution pour les autres. Je capte la valeur en obtenant la valeur qui me donne en retour. La troisième vérité, c'est quoi? Tu es le responsable ou la cause principale de tes résultats. Il est plus facile de se changer que de changer quelqu'un ou de changer un système. Quatrième chose, tes résultats reflètent la réalité de ta situation présente. Ça ne reflète peut-être pas la vérité, qui est que tu as un potentiel qui peut te permettre de réaliser plus, mais ça reflète la réalité, la vérité, ta réalité présente. Et lorsque tu acceptes ces résultats avec humilité, tu peux aller travailler pour les améliorer. Et la dernière vérité, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire, sauf face à la mort, car pour tout problème, il y a une solution. Si tu adoptes la mentalité là, tu ouvres ton esprit aux possibilités. Et n'oubliez jamais, tu ne verras que ce que tu crois possible. Je viens de dire quoi? Tu ne verras que ce que tu crois possible. Et je vous dis, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec les pensées. On ne voit pas avec les yeux, on voit avec les... Si je pense et je crois qu'il n'y a plus rien à faire dans cette situation, je veux que voir les choses qui vont démontrer que et confirmer qu'il n'y a rien à faire. Mais lorsque je pense qu'il y a une solution, je ne la connais peut-être pas, mais je crois fermement qu'il y a une solution pour ce problème. J'ouvre mon esprit aux possibilités de solution. Et à un moment donné, je vais voir la solution. Les possibilités sont à l'image de nos croyances. Lorsque je crois, j'ouvre mon esprit aux possibilités de ma croyance. Si les possibilités de ma croyance, c'est qu'il n'y a rien à faire, je veux voir les choses qui démontrent qu'il n'y a rien à faire. Si les possibilités de ma croyance, si ma croyance dit qu'il y a des choses à faire, alors je veux voir les possibilités qui montrent qu'il y a des choses à faire. C'était ça qu'on voulait partager aujourd'hui. J'espère que vous avez obtenu de la valeur. Désolé du Cameroun. Je vous souhaite à tous du succès.